Super. Alors, rebonjour à tous. Tout d'abord, merci Franck et Olivier pour l'invitation aujourd'hui. J'interviens aujourd'hui sur un sujet qui m'est à la fois très cher et qui est aussi mon expertise depuis 2009. Alors, la thématique du jour, c'est comment établir une connexion exclusive avec la clientèle du luxe. Nous étions assez chamboulés, Franck l'a dit précédemment, avec une pandémie que nous n'avons jamais pensé aussi puissante. Mais malgré tout, ça reste quand même la préoccupation de tous les acteurs aujourd'hui. Alors, je vais vous parler maintenant un tout petit peu de UHNWI et des HNWI et des HNWI. Alors, compliqué. Alors, je me suis dit, bon, je vais vous afficher qu'est-ce que c'est et qui est ces personnes-là de quelles je vais parler. Donc, je vous ai un peu mis les significations de ces personnes-là. Alors, la clientèle du luxe se fait-elle plutôt rare sur la toile? Il y a en effet, toujours des personnes très aisées ou aisées sur lesquelles vous ne trouverez rien sur le web, ou très peu, à peine un Wikipédia, par exemple. Donc, quelques-uns sont présents sur les réseaux sociaux, font aussi des achats en ligne, mais souvent via les sites plutôt exclusifs ou dans les clubs de membres privés. Une étude que j'ai lue récemment, qui était menée par PricewaterhouseCoopers, a révélé que 98% des HNWI, donc tout en bas, et des HNWI au milieu, que je vous présente, accèdent quotidiennement à Internet en utilisant désormais les applis et d'autres fonctionnalités dans de nombreux aspects de leur vie. Donc, la préoccupation du digital reste vraiment, surtout en période de pandémie, très importante. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment sommes-nous arrivés à la résolution dans laquelle la valeur est de créer par les connexions que nous établissons. En 2013, le gourou du marketing Seth Godin annonce la révolution de la connexion dans la vie et les affaires. Rassembler les gens crée la valeur. Établir la confiance est la base d'une relation. Donc, on est dans une situation plus de spam ni de pub, uniquement si c'est souhaité. L'échange d'idées circule autour de ces piliers et des conversations authentiques sont souhaitées par les consommateurs. Dans cette nouvelle ère du co comme connecté et communauté. Alors, l'économie est la constante évolution, tout comme le marketing, qui doit trouver des nouvelles solutions pour demain, surtout dans une période comme celle-ci. Pendant l'été 2016, j'ai conçu, sur les rives de la Méditerranée, une méthode permettant en quelques étapes de fonder une communauté sur mesure et augmenter la durabilité des relations. Depuis, je l'ai testé, retesté, modifié et je peux vous dire qu'elle fonctionne. J'ai choisi le schéma de l'éventail pour illustrer ma méthodologie. Donc, un schéma qui est inspiré de ce que vous voyez à l'écran, donc ma ville natale, Karlsruhe, qui est formée comme un éventail. Elle s'appelle d'ailleurs aussi en allemand Die Fächerstadt. La méthode éventail inclut la formule « Comment devenir influenceur de son art ». Alors, c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de prendre quelques notes. Donc, je vais vraiment vous dire, OK, que vous avez un retour de ma présentation aujourd'hui. Il y a 3 clés. Et si vous les notez de fur et à mesure, je vais vous dire quand ils arrivent, vous aurez la réponse comment devenir influenceur de votre art. Alors,
je vous invite donc déjà de noter la première clé. Donc, notez la première clé, racontez votre histoire. Cette méthode, d'ailleurs, elle s'appelle aussi fan méthode, tout simplement parce que le résultat de la méthode est de créer une communauté de fans. Et fan veut dire en anglais éventail. La création donc d'une connexion éclectique et le marketing prochaine génération pour les maisons de luxe. Créer des connexions d'affinité entre les personnes qui ont des intérêts communs pour acquérir des niveaux élevés de confiance. Et la manière la plus efficace pour développer des relations entre les clients et la maison. Alors, ma méthode éventail est composée en 3 grandes étapes et chaque étape a des sous-catégories. Donc, la première étape, c'est le pouvoir des histoires. Pour construire des relations durables, je vous présente aujourd'hui quelques exemples dans le luxe qui pourront forger une communauté de clients aisés. Mon premier exemple. Pour exister dans le luxe du futur, il est essentiel de se rendre unique. À nos jours, une spécialisation ou une niche, comme dans le cas de Devialet, qui propose des enceintes Hi-Fi connectées et gage de réussite. Une maison comme Berluti est même prête à réaliser un étui sur mesure pour emporter avec soi le son de Devialet. Ici, je vous invite à noter donc la clé numéro 2. Partagez votre passion, comme dans le cas de Devialet. La deuxième étape de la fan méthode est le pouvoir de l'influence. Développer une communauté de fans à travers le partage du contenu de sa passion. Ensuite, des conversations authentiques en phase avec ses valeurs pour que l'effet buzz, la recommandation, continue à opérer. Je vais vous parler maintenant d'un sujet assez brûlant qui rentre très bien finalement dans ma présentation d'aujourd'hui. Donc, la maison Bottega Veneta du groupe Kering a créé la surprise en ce début d'année en désactivant ses comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce possible en 2021? Ça, c'est la grande question. Ça peut l'être si elle continue à créer du contenu inédit, comme c'était le cas à travers ses expositions et ses ouvrages de livres de grande qualité. Et Residency, un espace dédié au sein de son site pour être connecté avec sa communauté d'ambassadeurs qui est très ciblée et fidèle. Ainsi, nourrir les relations avec une conversation régulière personnalisée. Donc, effectivement, pour une maison si connue comme celle-ci, il peut avoir la possibilité de se déconnecter un peu. À savoir quand même qu'elle n'est pas entièrement déconnectée parce qu'elle est toujours présente sur les marchés clés comme la Chine, par exemple, à travers de WeChat. Ici, maintenant, je vous invite de noter la clé numéro 3 pour vous, bien entendu, c'est publier sur votre maîtrise, sur ce que vous savez faire. La troisième étape est le pouvoir des communautés. Ici, on parle des occasions qui amènent la relation à un autre niveau. Les clients vont faire partie de la famille et être un membre apprécié de sa famille n'a pas de prix. Ici, pour moi, le meilleur exemple est recevoir à la Louis Vuitton. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un appartement, une résidence éphémère que la maison
construit à travers le monde. Et cette maison a fait les choses en grand, vraiment à son image. Une atmosphère contemporaine, l'univers de la marque omniprésent. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur l'image, vous voyez les lumières en forme d'étoile Louis Vuitton. Une cuisine avec chef étoilé, salle à manger, salon, boudoir, etc., etc. Il est décoré d'œuvres d'art en plus, contemporains, bien entendu, qui proviennent de la collection de Louis Vuitton. Donc, l'accès à Londres est réservé aux clients vraiment triés sur le volet. Un autre exemple, on est toujours avec Louis Vuitton, parce que c'est vrai que eux, ils testent vraiment tous les éléments qui peuvent être intéressants pour leur clientèle. Donc ici, c'est un mobile store dans une caravane qu'on peut installer dans le parc de leurs clients. Assez intéressant. Et bien sûr, les deux choses aujourd'hui, selon moi, les plus précieux, à part le temps, bien entendu, c'est vivre une expérience que l'argent ne peut pas acheter et une reconnaissance ultime de la maison pour son client de luxe plus. Un autre exemple, l'appartenance et l'adhésion à la communauté d'art collectors du haut joaillier et artiste d'exception chinois Wallace Chan. Alors, comment accède-t-on à la Wallace Chan World? Il faut contacter son assistante, l'assistante du maître, bien entendu, et être recommandé en plus par une de ses connaissances. Si vous avez bien suivi comment devenir influenceur de son art pendant mon présentation, vous avez noté 3 clés pour créer votre communauté de fans. Ce sont les fondations pour être influenceur de votre art. Et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je vais vous remettre à l'écran, Bettina. Merci. Pour qu'on puisse vous voir. Si vous pouvez activer la caméra. Voilà. Ça arrive. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été abordées. On parle effectivement de tout ce qui est ultra, alors ultra connecté, ultra personnalisation. C'est un mot qui était déjà assez présent dans le vocabulaire depuis quelques années, mais là, avec la digitalisation et la possibilité de personnaliser presque à outrance, en fait, les messages, on voit avec votre présentation que finalement, la partie digitale, numérique est en train d'être un peu abandonnée par rapport à certaines autres opérations, comme on a pu voir tout à l'heure, pour réenchanter la relation avec ses clients. Et justement, quelles sont les autres opérations que vous avez pu voir qui vous ont justement un petit peu surprise? Vous avez compris la question? Vous m'entendez? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, pardon. Mes oreillettes, ce n'était pas super. D'accord. Donc, la question était, vous nous avez montré des expériences qu'offraient les marques de luxe à leurs clients un peu privilégiés, le fait d'adapter justement, amener les produits chez les clients ou leur faire découvrir les produits d'une autre façon. Est-ce que vous avez vu dans d'autres marques justement ces attentions particulières des marques vis-à-vis de leurs clients privilégiés? Alors, il est vrai que c'est un sujet que où donc je fais des recherches déjà depuis pas mal d'années.
effectivement, il y a plusieurs univers, plusieurs maisons aujourd'hui qui sont très attentifs. Un récent exemple aussi, c'est le club le club de littéraire de Chanel, en collaboration avec Charlotte Casiraghi, par exemple. Ça, c'est un élément aussi qui est très, très, très stratégique et très intéressant. Dans le passé, il y a énormément d'exemples qu'on peut citer. Je voulais aujourd'hui vraiment mettre l'accent sur 3 éléments. Donc, à la fois vraiment l'effet niche en premier, donc à travers Devi Alley. Et je voulais également vous parler de l'importance d'un réseau social en quelque sorte, de converser régulièrement avec les clients à travers Residency de Bottega Veneta, malgré tout. Donc, ils sont partis peut-être par exemple des réseaux sociaux comme Instagram ou autres, mais ils ont quand même presque créé leur propre réseau social avec Residency sur leur site. Et en troisième, je voulais vraiment vous parler à travers de Balascan, qui est un artiste très, très, très doté, et ses œuvres sont vraiment ultra luxe. Je voulais vraiment vous montrer cet exemple qu'il a carrément créé un club de collectionneurs mondial où on a accès uniquement sur recommandation. Donc, tous mes exemples que je vous ai présentés aujourd'hui sont en quelque sorte toujours liés entre le digital et le vrai, mais la relation reste vraiment un élément primordial, même en période de pandémie, comme nous avons constaté. Donc, dans le ultra luxe et le digital reste un outil pour échanger aussi quand on ne peut pas se déplacer. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les marques essayent de recréer une forme de réseau social, mais sur leur propre plateforme digitale. Au lieu d'utiliser les plateformes des GAFA, les Facebook, Google, Instagram et autres, ils recréent en fait cette relation type réseaux sociaux, mais sur leur propre plateforme. Ce serait ça. Uniquement Bottega Veneta, bien entendu. Uniquement eux. Pour l'instant, c'est le seul exemple qui sont totalement sortis, quasiment totalement sortis des réseaux sociaux traditionnels. Tout à fait, oui. Donc, pour l'instant, on essaie de scruter pour savoir est-ce qu'il y aura une autre marque qui va les suivre. Est-ce que c'est l'exemple à suivre? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi une façon de se recentrer sur leurs propres valeurs, sur leurs propres relations, de privilégier, avoir moins de clients ou de clients, de prospects, on va dire, mais de privilégier la relation qu'ils ont avec leurs propres clients, en fait. Est-ce que ça veut dire... Aujourd'hui, je pense qu'aussi c'est lié au fait, comme vous venez justement de dire, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça dépend du marché. Ils ne touchent pas forcément vraiment leur client final. Donc là, c'est se recentrer vraiment sur le client final et vraiment leur grande ambition. Dans ce cas bien précis, dans cet exemple que j'ai cité, bien entendu. Et donc justement, vis-à-vis des marques, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez d'explorer une façon différente d'avoir cette relation avec les clients et puis peut-être moins investir sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y aura une progression? Parce que là, pour la marque que vous citez, ça a été quelque chose d'assez violent ou ils l'ont préparé? Ils ont eu une stratégie pour dire on va partir des réseaux sociaux, on va avoir une relation différente avec vous. Est-ce qu'il y a eu un passage de relais en fait? Alors moi, premièrement, je déconseille par exemple de partir des GAFA, par exemple, pour toutes les petites marques ou maisons. Ça, c'est vraiment un conseil que je ne donnerai jamais parce que ça reste quand même très important qu'ils sont présents. Pour des très grandes maisons, je ferai peut-être, selon moi, plutôt
j'intervenais d'une autre manière, c'est-à-dire que je privilégierais vraiment les relations avec la clientèle, qui se fait très, très, très sûrement et majoritairement, comme dans les exemples que je vous ai cités, par exemple à travers Louis Vuitton ou autre, ça se fait. Et bien sûr, il y a toujours deux manières de communiquer. Il y a une communication grand public où on travaille vraiment sur la notoriété de la maison pour qu'elle reste vraiment dans l'esprit de chacun. Et à la fois aussi des personnes, vraiment une communication extrêmement ciblée pour vraiment un tout petit cercle, le cercle vraiment des clients les plus privilégiés de la maison. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, j'ai une question d'un certain Franck Prime, alors je ne sais pas qui c'est. Quelle est la part de l'influence sociale dans la publicité selon vous? L'influence sociale dans la publicité. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors moi, je pars du principe que aujourd'hui, pour moi, la publicité reste encore un élément pour certaines, qui est incontournable. Mais je ne suis pas un expert dans ce domaine, donc je peux difficilement vraiment dire qu'est-ce que je peux conseiller ou souligner, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment lui répondre. En plus, on ne connaît vraiment pas ce Frank Prime, non? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, en tout cas dans la forme, c'est que la publicité est influencée par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit en termes de communication, on passe par exemple sur des formats qui sont plutôt verticaux au lieu d'un format horizontal. On va avoir des publicités qui vont reprendre les codes ou d'Instagram ou de Facebook ou d'un autre. Le pouce en l'air revient beaucoup. Mais il est vrai que les marques de luxe ne se sont pas vraiment inspirées de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ils sont un petit peu hors du temps encore sur ces phénomènes-là. On le sent qu'il y a encore un vrai décalage en fait entre leur façon d'aborder les clients et réellement ce qu'ils font en termes de publicité. Ils restent traditionnels. Je vais reformuler ma question. Je l'ai peut-être mal exprimée. C'est ce que me disaient mes profs tout le temps. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Dans d'autres domaines, dans le domaine de l'événementiel, et je pense que c'est dans beaucoup de domaines, on communique beaucoup plus maintenant sur les réseaux sociaux parce qu'on a un taux de pénétration du marché qui est beaucoup plus important que par les mails, que par les campagnes de com, que par les publicités papier, etc. Donc ma question était dans ce sens, c'est-à-dire quel est le pourcentage globalement dans la publicité que représente l'utilisation des réseaux sociaux comparativement à la globalité de la communication, de la publicité, pardon. Vous voyez, si c'est genre 10%, 10%, pour nous, dans l'événementiel, c'est au moins 70%. En termes d'acquisition, en fait, en termes d'acquisition, effectivement. Mais de toute façon, je pense qu'en fait, ces maisons-là restent omnicanales. Parce que justement, ils vont recruter aussi des plus jeunes publics à travers des réseaux sociaux. Et actuellement, il y a quand même encore certains médias qui sont pour eux incontournables. Par exemple, dans les grands magazines de luxe, etc., comme des Vogue, etc., qui d'ailleurs, de plus en plus, sont aussi en ligne. Donc, mais c'est un atout, c'est vraiment être partout. Je pense que c'est ça qui est primordial et qui est important quand même d'être vraiment visible pour ces maisons-là. Je pense qu'effectivement, en événementiel, la publicité n'était jamais vraiment, selon moi, une voie qui était importante. Mais je pense que la question de Franck est un peu large parce que les campagnes d'emailing, tout ça, ça se pratique aussi encore pour certaines grandes maisons. Mais c'est plutôt pour par exemple, je vais faire un exemple, Givenchy, par exemple, dans la beauté.
ils font ce genre de campagne. Aussi, ils font des activités sur Instagram ou des choses comme ça. Après, les personnes s'inscrivent, des conseils, etc. Mais je ne pense pas que c'est pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment mal placée pour bien pouvoir répondre parce que dans mon métier, c'est plus, je suis vraiment plus là pour créer des relations à la fois en ligne et à la fois dans la vraie vie. IRL, in real life. Une autre question, toujours de Julie, qui décidément a préparé ses questions, c'est bien, qui nous demande est-ce que le fait de se retirer des réseaux sociaux est finalement un moyen pour une grande maison de choisir ses clients et donc de véhiculer la bonne image? C'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment peut-être pour contrôler son image, en fait, encore plus la contrôler? Je pense pas. En fait, les maisons comme cette maison, par exemple, en particulier, qui se retirait des réseaux sociaux, c'est même carrément quelqu'un qui était très inventif pendant le premier confinement. Donc, c'était vraiment un choix délibéré parce qu'ils étaient extrêmement innovants sur Instagram, etc., à l'époque du premier confinement, dans le cas de Bottega Veneta. Et je pense qu'en fait, c'est la première maison qui a osé ça. Alors, à savoir quand même que c'est aussi une maison qui est très confidentielle à la fois et qui, je pense, qui a vraiment une belle database de clients et qui a vraiment préparé ce coup. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'ils ont décidé comme ça du jour au lendemain. Donc, je pense que moi, personnellement, je serais plus prudent parce que sur les réseaux sociaux, pour d'autres maisons, on a vu aussi que sur les réseaux sociaux, c'est un canal pour eux qui est très intéressant. C'est primordial pour eux et personnellement, si j'étais à la tête d'une maison luxe, je resterais toujours sur le maximum de canaux et je ne restricterai jamais autant ma communication. Mais je trouve que la chose qui est intéressante dans la démarche de Bottega Veneta, c'est justement de créer je dirais, ce concept d'un client très, très, très privilégié et de nourrir, en fait, un peu comme on a fait il y a des années, de nourrir sa communication à travers le bouche à oreille uniquement.